merci d'être présent à cette session. C'est une session d'introduction à TensorFlow Extended. Donc clairement, on ne va pas aller sur des éléments avancés de TensorFlow Extended, mais le but, ça va être de vous présenter les fonctionnements et le pourquoi de cet outil. Donc petite introduction avant, qui suis-je? Je suis Alexis Kinsella, CTO chez Publicis Sapient Engineering. Donc on ne dit plus Xebia, maintenant on dit Publicis Sapient Engineering. J'ai une prédilection, on va dire, pour les sujets cloud et data, et je m'intéresse en complément à des sujets de data science, mais plus pour la curiosité. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce talk pour vous présenter cet outil qui a suscité mon intérêt. TensorFlow Extended, c'est quoi? C'est une plateforme avant tout qui est basée sur TensorFlow, comme son nom l'indique, et qui permet de réaliser des déploiements en production de pipelines de machine learning. Alors, quand est-ce que cet outil est approprié? Déjà, quand on souhaite déployer une application ML en production, quand les datasets peuvent être volumineux, on verra pourquoi, quand la consistance entre le training et le serving est importante, et quand on souhaite faire de la gestion de version au niveau de l'inférence. Alors, d'où vient TensorFlow Extended? C'est un outil qui a été développé par Google depuis 2 ans et demi maintenant, qui a été beaucoup utilisé sur les applications de Google, et en particulier, on peut citer YouTube ou encore Gmail. Donc on voit que c'est des applications qui sont importantes, qui génèrent du trafic au-delà du milliard d'utilisateurs, donc c'est pas négligeable. Donc forcément, il faut de la fiabilité au niveau des outils qui vont servir à construire ces applications. Et en plus, c'est d'ores et déjà adopté par un certain nombre d'acteurs du web. On peut citer parmi eux PayPal, Twitter ou encore Airbnb. Qu'est-ce qu'on va trouver comme alternative? Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont quelques outils alternatifs qui permettent de répondre à une partie des sujets qu'adresse TensorFlow Extended. On peut retrouver par exemple MLflow qui va traiter les sujets d'industrialisation essentiellement sur les axes training, serving et metastore de données. Et on peut retrouver également scikit-learn et ses API autour des pipelines pour construire un certain nombre d'étapes dans vos traitements. Alors, quand on parle de machine learning, il faut également des fois savoir parler de machine learning production ready. Qu'est-ce que ça implique, le machine learning production ready? Pour ça, il faut se poser 2 questions. La première, c'est comment est-ce qu'on construit une application robuste avec une qualité de données qui peut être hétérogène. Effectivement, quand on est en production, on ne peut pas maîtriser la qualité de données, et pourtant c'est là-dessus qu'on va effectuer nos inférences. Deuxièmement, comment est-ce qu'on va valider que le modèle qu'on a mis au point est réellement performant en accord avec les critères business qu'on a définis? Se poser ces questions, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir introduire quelques pratiques autour de la qualité. Venant du monde du développement, forcément, on y parle beaucoup, pratique, qualité de code. Et il n'y a pas de raison en fait qu'on n'applique pas ces pratiques au-delà du développement, parce que finalement le machine learning c'est assez proche du développement. C'est quelque chose qu'on met au point et qu'on déploie sur une production. Et donc forcément, il faut traiter les aspects scalabilité, modularité, testabilité, observabilité, et j'en passe, reproductibilité, etc. Et donc TensorFlow Extended aide à répondre à ces problématiques. Donc le machine learning ne consiste pas uniquement à entraîner un modèle. Sur un projet data science, construire un modèle n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le seul objectif auquel on doit penser. Créer une solution basée sur du machine learning, ça implique également de traiter toutes les étapes qui l'entourent. Alors, si on reprend ces étapes, on a l'entraînement de modèle, qui est l'étape, on va dire, centrale. Mais avant ça, il y a d'autres étapes. On va commencer typiquement par de l'ingestion de données. Puis, on va valider cette donnée pour s'assurer que la donnée est de qualité, qu'elle est cohérente par rapport à ce qu'on essaie de faire. On va également réaliser du feature engineering, donc enrichir nos jeux de données pour préparer nos entraînements. On va effectuer nos entraînements, créer un modèle, générer le modèle, et on va vouloir le valider pour s'assurer de la qualité du modèle. Ensuite, si le modèle est assez bon, on va vouloir le pousser en production. Et pour ça, on va le pousser vers un outil qui sait prendre en charge du serving de modèle. Alors, on va faire un petit deep dive sur TensorFlow Extended pour voir comment est-ce qu'il répond à chacune de ces étapes et à chacun des besoins qu'on a cités avant. TensorFlow Extended, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il repose quasiment entièrement sur des librairies de l'écosystème TensorFlow.
sur TensorFlow, bien sûr, c'est au cœur de la chose, mais également sur d'autres librairies un petit peu moins connues. On va retrouver TensorFlow Data Validation qui va adresser le sujet de la validation de données, le titre est explicite. TensorFlow Model Analysis, de même. Là, on va être sur l'analyse des modèles pour comprendre nos modèles, qu'est-ce qui influe sur la qualité de nos modèles. On va avoir un composant qui s'appelle TensorFlow Transform, qui lui va se charger de la partie feature engineering, de transformer non seulement vos jeux de données pour les préparer, mais également de transformer les graphes qui vont être utilisés pour vos entraînements. Et enfin, il y a la librairie TensorFlow Serving pour le serving de modèles. Je n'ai pas parlé d'une librairie, TensorFlow MLMD. Elle est spécifique dans le sens où elle n'existe que dans le périmètre du projet TensorFlow Extended et elle sert en fait de metadata store pour stocker les données liées à l'exécution de vos pipelines TensorFlow Extended. On y reviendra après. Alors, si on reprend les différentes étapes qu'on a vues au préalable, de la data ingestion jusqu'au serving de modèles, ces librairies vont servir de support à chacune de ces étapes et ces librairies vont proposer un certain nombre de composants qui vont venir justement supporter ces étapes. Je vais les lister de façon exhaustive, on y reviendra en détail après. On a ExampleGen pour la data ingestion, StatisticGen, SchemaGen, Example Validator pour la data validation, Transform pour le feature engineering, le composant trainer pour l'entraînement. Pour la validation de modèles, on va avoir les composants Validator et Evaluator et Model Validator. Et pour pousser et servir nos modèles, on va avoir deux composants, Pusher et Model Server. Donc un pipeline, c'est quoi? C'est une séquence de composants qui permet d'implémenter un pipeline de machine learning, un pipeline TFX. Alors, voyons ce que c'est un pipeline TFX. Avant tout, en fait, un pipeline TFX définit comment les données vont passer d'un composant à l'autre dans l'objectif de réaliser une tâche de machine learning. Ce n'est pas forcément que de l'entraînement. On peut aller du chargement de la donnée jusqu'au serving, mais ça peut être également des sous-étapes. Si on reprend le schéma, on voit le lien entre nos différents composants. Néanmoins, on a parlé également d'une librairie qui s'appelle ML Metadata. En fait, c'est une librairie qui sert au support d'un composant transverse. Hop, je vais y revenir après, excusez-moi. Avant, on va reparler un petit peu de comment est-ce qu'on crée un pipeline TFX. Un pipeline TFX, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est assemblé et déployé grâce à du code, et en l'occurrence du code Python. Alors ça tombe bien si vous connaissez Python, sinon il va falloir s'y mettre un petit peu. Tout simplement, c'est assez court en général en termes de code. Donc là, juste en une page, on a défini un pipeline complet de machine learning basé sur TensorFlow Extended et on peut le découper de cette façon-là. La partie centrale, ça va être la définition de toutes les étapes de notre pipeline. C'est en général créé au sein d'une fonction ici qui s'appelle createPipeline. C'est retourné sous forme d'un tableau de composants. On voit qu'à l'instanciation de chaque composant, il y a un certain nombre de paramètres et en général un paramètre input data. Et ce paramètre input data est alimenté à partir des résultats du composant précédent. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un runner. Un runner va servir à prendre le résultat des composants qu'on a instanciés et va permettre d'exécuter ce pipeline. Le pipeline le plus simple, c'est le direct runner. Le direct runner, c'est un pipeline qu'on peut exécuter en local. Enfin, il y a une troisième partie, c'est une partie qui concerne les métadonnées, donc c'est données dans un décorateur, et ça permet de définir un certain nombre d'informations qui gravitent autour du pipeline. Son nom, comment est-ce qu'il est schedulé, à partir de quelle date, quelles sont des informations complémentaires du type de la configuration des logs qui vont être utilisés pour stocker toutes les informations relatives à l'exécution, etc. Maintenant, une fois qu'on sait exécuter, enfin plutôt créer un pipeline, on va voir comment fonctionnent les composants. Les composants, si on reprend notre schéma précédent, on voit qu'il est supporté, comme je disais, par un composant transverse, le Metadata Storage, qui est lui-même supporté par la librairie ML Metadata. Ce composant, en fait, il va servir à supporter tous les inputs et outputs des composants et à stocker les informations relatives à chacune des étapes de l'exécution du pipeline. Alors, un composant TFX, il consiste en trois pièces principales, le driver, l'exécuteur, le publisher. Le driver, en fait, fournit les métadonnées à l'exécuteur
en interrogeant le store de métadonnées. Le publisher, lui, accepte les résultats de l'exécuteur et les stocke sous forme de métadonnées. Et bien entendu, il y a l'exécuteur. L'exécuteur, lui, c'est la partie du composant, à proprement parler, qui va exécuter les traitements. En tant que développeur, c'est ici que le code qu'on écrit sera pris en charge, là où on a écrit du code custom. Donc le Metadata Store est accessible sous forme d'API. Donc on peut très bien aller se connecter au Metadata Store. Typiquement, si on a un Metadata Store local avec du SQLite, on a une classe utilitaire qui permet de s'y connecter et on peut y récupérer assez facilement, programmatiquement, les informations d'exécution des entraînements, lister les modèles par exemple, afficher l'analyse des modèles avec la librairie TFMA. Donc ça, c'est l'acronyme pour TensorFlow Model Analysis, ou encore afficher le lineage d'un artefact. Donc là, on voit le petit schéma à droite et on voit qu'il est supporté par le Metadata Store. Maintenant, si on rentre dans le détail de chacun des composants qui composent un pipeline standard, on va trouver comme premier composant celui qui s'appelle ExampleGen. Ce premier composant qu'on rencontre dans le pipeline, en fait, il intègre et découpe les données. Il ingère, et découpe les données. Alors, il faut savoir qu'il est supporté par Apache Beam, ce qui permet de rendre les traitements scalables. Si on a de gros datasets, on va être capable de scaler avec la taille des jeux de données et dépasser la capacité d'une machine unique. Pour ça encore, faut-il déployer le pipeline sur un orchestrateur qui va être capable de distribuer les informations, les jeux de données. Maintenant, on voit dans cet exemple-là qu'on utilise l'implémentation CSV ExampleGen. Donc ça, c'est la version la plus basique qui va charger un jeu de données en local et qui va finalement servir à alimenter les autres étapes du pipeline. Toutefois, on peut avoir des configurations plus complexes. Si on reprend ne serait-ce que l'exemple CSV ExampleGen, on voit que si par exemple on fournit nos données sous forme de sous-dossiers train et eval, on peut très bien aller charger automatiquement avec des configurations avancées les données aux bons endroits. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire un travail de préparation intensif des données, de recopie, etc. On va se retrouver à pouvoir décrire assez facilement nos inputs. Maintenant, on a la capacité de se connecter à d'autres magasins de données. En entreprise, on n'a pas que de la donnée dispo sur un ordinateur en local. On peut vouloir se connecter à notre Object Store. On peut vouloir se connecter à des magasins de données tels que BigQuery si on travaille sur GCP, ou encore sur Presto si on a un cluster de ce type-là. Et par exemple, sélectionner les données d'entraînement avec du requêtage. Donc c'est quand même assez configurable et c'est une belle valeur ajoutée quand on ne veut pas se prendre du travail en plus de préparation. Maintenant, la deuxième étape, c'est le composant statistique gen qui s'en charge. Il va être responsable du calcul des statistiques d'un dataset grâce à la librairie TFDV, donc TensorFlow Data Validation. BIM là aussi est utilisé pour scaler sur de larges datasets, et donc le traitement est dispatché pour être capable de scaler, et on va obtenir ces fameuses statistiques. Alors à quoi ça ressemble ? Eh bien, typiquement, ce sont des informations qui vont décrire le jeu de données. Avec typiquement le nombre d'enregistrements, les mines, les déviations standards, etc. Les mines, les max. Et en fait, on se rend compte, là, dans l'exemple que je donne au-dessus, qu'on peut très bien réaliser la même chose en dehors de TensorFlow Extended avec les librairies qui supportent TensorFlow Extended. Donc ces exemples que j'ai mis en plus sont faits exprès, c'est pour bien montrer que ça se repose sur des librairies autonomes de l'écosystème TensorFlow, mais que c'est intégré de façon transparente dans la gestion des pipelines dans TensorFlow Extended. Là, on génère les statistiques avec TFDV depuis une location locale, et on peut visualiser les statistiques à condition d'être dans un outil de type Jupyter qui sait prendre en charge l'affichage produit par l'exécution des commandes qu'on passe dans les cellules. Maintenant, troisième étape, le schemagen. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise un schéma ? Parce que en fait, c'est le support finalement nécessaire, un schéma, à beaucoup d'autres étapes suivantes, telles que les transformations ou l'entraînement, ou encore les évaluations, bien entendu. Le schemagen, en fait, il va examiner les statistiques et créer un schéma de données. Donc, chacune des étapes est bien découpée et a une responsabilité unique. Maintenant, on peut encore le faire de façon autonome, mais pourquoi faire de façon autonome quand ça peut être pris en charge par un framework de plus haut niveau ? Donc là, TFDV sait inférer le schéma et sait nous afficher également les informations relatives au schéma. Maintenant, on va avoir l'example validator, c'est le composant, lui, qui est en charge de détecter les anomalies et les données manquantes dans les datasets. Alors, pourquoi est-ce qu'on valide les données ?
Et pourquoi est-ce si important? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on entraîne un modèle, c'est assez connu, si on donne des données erronées en entrée de mauvaise qualité, forcément, on va obtenir un modèle qui ne fonctionne pas. Et donc, ce composant, il est clé pour s'assurer qu'on travaille avec des données qui correspondent à nos attentes et de bonne qualité. Donc ça répond à l'aspect qualité, fiabilité. Maintenant, également, il faut pouvoir détecter les erreurs au plus tôt. C'est pas quand on a fait notre entraînement de plusieurs semaines ou plusieurs jours qu'on va se dire ah bah là, ou alors quand on a fait plusieurs dizaines ou centaines d'entraînements, on va se dire ah bah là finalement nos données elles étaient pourries. Il va falloir aller l'expliquer à notre responsable et ça va être compliqué. Maintenant, on peut afficher justement ces statistiques, ces anomalies qui découlent des statistiques et du schéma avec une commande de TFDV qui s'appelle Display Anomalies. Et là, on va avoir une sorte de synthèse des anomalies qui ont été détectées entre le schéma et les statistiques. Et là, on peut remarquer dans ce cas-là, donc c'est un exemple qui découle d'un jeu de données de voyage en taxi à Chicago, qui est l'exemple d'ailleurs qui est donné de base sur le site de TensorFlow Extended, que par exemple dans les types de paiement, une valeur n'est pas référencée et en l'occurrence c'est la valeur Pcard. Ou encore qu'un certain nombre de sociétés ne sont pas listées dans les valeurs possibles des sociétés de taxi. Donc ça nous met la puce à l'oreille et on peut regarder pourquoi et corriger. Forcément, si un modèle il lui manque des informations à l'entraînement et qui souhaite reposer dessus à l'inférence, ça va être compliqué si on ne l'a pas entraîné avec des données qui sont présentes dans les jeux de données qu'on lui amène en production. Maintenant, le composant transform, lui, il va avoir pour charge de réaliser les travaux de feature engineering. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez vouloir faire à ce niveau-là? Tout simplement, vos jeux de données, quand ils ont des chaînes de caractères, on sait très bien que les entraînements de machine learning ne fonctionnent pas avec les chaînes de caractères. Donc, on va par exemple utiliser des fonctionnalités de conversion de vocabulaire, des fonctionnalités de bucketisation également pour faire des regroupements par ensemble de valeurs, ou alors utiliser des fonctions de normalisation pour préparer notre jeu de données. Donc, on parle bien ici de transformations qui vont s'effectuer sur le jeu de données qu'on prépare. Ça va produire effectivement un schéma qui correspond à nos jeux de données transformés, mais également aux transformations de graphes qui seront appliquées lors de l'entraînement ou du serving. Maintenant, le composant d'entraînement, il est obvious en fait. En général, ce sera la déclaration d'un modèle qui va servir à effectuer notre entraînement. Et donc, c'est donné à travers un module fichier qu'on déclare dans les paramètres de lancement du trainer. Maintenant, une fois qu'on a... alors, très important, quand on a réalisé un entraînement, on a un modèle ID qui est associé, qu'on peut retrouver à travers le store de métadonnées. Et bien entendu, on va pouvoir afficher toutes les données d'analyse par rapport au modèle et à l'entraînement grâce à un TensorBoard. On peut même facilement, grâce à ces fonctions utilitaires Display TensorBoard qui sont disponibles dans des fichiers utilitaires de TensorFlow Extended, comparer des modèles dans une même interface. Ce qu'on voit à droite. Maintenant, on a également le composant évaluateur qui va également nous aider à analyser notre modèle. Et ce qui est important, c'est de comprendre si le modèle est assez bon pour pouvoir le pousser en production. Et une fonctionnalité extrêmement importante qui est proposée par TFMA, donc TensorFlow Model Analysis, c'est par exemple de pouvoir faire un rendu des métriques de notre modèle par slice de données pour une donnée de notre dataset. Et donc, dans cet exemple-là, par exemple, on va slicer les résultats de notre modèle, en tout cas de l'accuracy, etc., de toutes les métriques qu'on peut avoir en sortie de l'entraînement, par exemple sur le slice des heures de démarrage des voyages. Et donc comme ça, on sait détecter des anomalies par slice ou par colonne de notre jeu de données. Ça aide en fait à comprendre pourquoi nos prédictions peuvent être fausses ou plus généralement de mauvaise qualité. Et donc ça peut nous aider à retravailler les jeux de données et à modifier éventuellement la façon dont on s'y prend. Ce que je disais avant, on peut également se rendre compte s'il y a des slices avec lesquels le modèle se comporte plus ou moins bien. Maintenant, une fois qu'on veut déployer notre modèle, on va s'appuyer sur un composant modèle validator sur lequel on va définir un certain nombre de critères qui vont être évalués et qui vont nous permettre de décider si le modèle est suffisamment bon pour être déployé. Et ça, c'est la responsabilité du composant pusher. Hop.
Donc Pusher, en fait, il a pour responsabilité de déployer les modèles vers l'infrastructure de serving et il permet de bloquer potentiellement un déploiement basé sur les résultats du composant précédent, donc modèle validator. Et donc, il peut être déployé vers une cible. Ça peut être TensorFlow JS dans un browser, TensorFlow Serving ou encore TensorFlow Lite, par exemple sur une interface mobile ou embarquée. Maintenant, on peut également juste déployer nos fichiers vers une destination, un file system ou autre. TensorFlow Serving, ce qu'il faut se dire, c'est une librairie qui fait partie de l'écosystème, mais c'est quelque chose qui a été pensé pour être production ready et orienté haute performance, flexibilité. Typiquement, TensorFlow Serving, il va savoir recharger à chaud des modèles qu'on lui fournit et faire les switches de version sans avoir à couper la partie serving. Donc c'est un outil qui est conseillé d'être utilisé si vous déployez des modèles de type TensorFlow. Il me semble également que ce n'est pas limité forcément au modèle TensorFlow. C'est étendable, ça peut prendre en charge d'autres types de modèles. Maintenant qu'on a parlé des fonctionnements des pipelines TFX, on va s'intéresser à la partie déploiement et exécution. Parce qu'on ne s'arrête pas à l'entraînement, bien entendu. Ça vous parle peut-être. Les pipelines TFX peuvent être déployés vers des environnements d'exécution hétérogènes, et donc le framework TensorFlow Extended a été pensé pour répondre à ces besoins. En l'occurrence, il a été pensé pour être portable vers différents environnements et différents frameworks d'orchestration. Cela va inclure par exemple Apache Airflow, Kubeflow ou encore Apache Beam. Donc Airflow, Kubeflow, ce sont des orchestrateurs, donc complètement différents en termes d'approche. Airflow, c'est développé en Python. Kubeflow, ça repose exclusivement sur les technologies de conteneurs. Néanmoins, ils vont être déployés et comme vous pouvez le voir sur les screenshots à droite, on va retrouver le même pipeline dans deux outils différents, mais qui vont représenter les mêmes étapes avec les mêmes liens. Maintenant, si vous voulez développer tout ça en local, vous n'allez pas vous amuser à installer forcément un orchestrateur en local, à installer un Kubeflow en local. Vous n'allez pas non plus vous amuser à déployer sur la prod systématiquement, parce que là, votre turnaround il va être trop important. Et donc, vous allez vouloir avoir quelque chose de plus fluide en termes d'itérativité sur vos développements. Et donc, pour ça, vous pouvez utiliser par exemple le Direct Runner qui va permettre d'exécuter via Apache Beam directement il manque un T. Directement ces pipelines que vous avez développés. Maintenant, TensorFlow Extended est également prévu pour être portable vers différents environnements. Cela inclut des cibles aussi bien bare metal que des VM que vous pouvez avoir dans votre data center, ou encore des cibles cloud. Et là, en l'occurrence, Google Cloud Platform prend très bien en charge le besoin puisqu'il dispose de services de type Kubeflow Manager directement, et donc vous pouvez déployer vers GCP. Il me semble également qu'il dispose d'un Airflow Manager qui doit s'appeler Composer si je dis pas de bêtises, et vers lequel on pourrait également déployer. Donc clairement, là, vous avez la possibilité de déployer vers plusieurs cibles, vers différents environnements, et ça a été pensé pour, et c'est même étendable. Donc si vous voulez supporter d'autres moteurs, d'autres providers, etc., vous pouvez les prendre en charge à travers des développements supplémentaires. Alors maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, tout simplement que les projets ML ne doivent pas se limiter à la construction et à l'entraînement de votre modèle de machine learning. Il faut également unifier les outils et techniques utilisés tout au long de la construction de votre pipeline ML, construction-exécution. Se donner de la compréhension et de la visibilité sur les modèles développés et les résultats des modèles entraînés qui seront utilisés en production. Et donc pour ça, vous avez des librairies qui supportent l'analyse des datasets qui vont être utilisés, mais également l'analyse des modèles qui sortent des entraînements. Et il faut également penser à s'appuyer sur ce qui existe. Typiquement, si vous utilisez TensorFlow et que vous voulez justement industrialiser un tant soit peu vos développements, clairement, vous pouvez vous tourner vers cette solution TensorFlow Extended pour franchir un pas en fiabilité, en qualité. Voilà, donc la session s'arrête ici. Je pense qu'il reste un peu de temps pour des questions, peut-être 5 minutes. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je finirai par ça. Comme je disais, je ne suis pas ni data ingénieur, ni pas data scientist, ni machine learning ingénieur, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Donc
N'hésitez pas à poser les questions. Si je ne peux pas répondre, je vous le dirai franchement. Oui, alors est-ce qu'il y a un micro? Ouais. Ok, alors si on parle vraiment d'enregistrement du modèle, de construction et d'enregistrement du modèle, euh, en fait, la partie trainer, dans laquelle on va déclarer la construction du modèle qui va être utilisé pour être entraîné, bon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est fait et pensé pour être réalisé avec TensorFlow en premier lieu. Il y a sûrement des moyens d'exploiter d'autres librairies pour construire vos modèles avec d'autres librairies. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas, mais en tout cas, c'est prévu plus spécifiquement pour utiliser des modèles, construire et utiliser des modèles TensorFlow. Par contre, vous pouvez construire le modèle que vous voulez avec TensorFlow, avec Keras, et vous pourrez les utiliser dans vos pipelines TFX. Après, ils seront stockés par défaut dans le Metadata Store, et c'est comme ça que c'est prévu pour être stocké. Néanmoins, vous pouvez y accéder à travers les API, comme je disais, vous connectez au Metadata Store et récupérer les modèles qui y sont stockés ou interagir avec toutes les informations qui sont liées au modèle que vous avez entraîné. Ouais, alors, comme je disais, c'est pensé pour être portable. Donc la portabilité, elle est possible et pensée dans un certain nombre de cas. Clairement, ils font pas la pub, ils mettent pas en avant le fait de pouvoir prendre en charge des modèles différents. Je crois qu'ils le disent plus ou moins dans certaines présentations, qu'ils peuvent prendre en charge d'autres modèles type ceux réalisés avec scikit-learn. Après, j'ai pas été testé, clairement. C'est vrai que c'est pensé avant tout pour TensorFlow. Donc si les modèles qu'on essaie d'entraîner, ils n'ont pas été réalisés ni avec TensorFlow ni avec le même langage, je pense qu'il faut construire des adapteurs au niveau du composant d'entraînement et ça devrait pouvoir le faire. Je peux pas présumer du travail qu'il y a à faire pour ça. Bon, bah si c'est tout, je vous remercie.